Donc ce soir, eh bien, le thème nouvelle conscience, nouvelle science, nouveau monde. Et donc voilà, c'est un sujet, je pense qu'en 40-45 minutes, voilà, je pense que je ferai d'autres peut-être ateliers, conférences, peut-être avec un peu plus illustrés, avec des diapositives, mais un sujet qui mérite d'être développé parce que voilà, on voit que la spiritualité avance bien, il y a beaucoup de choses, d'élévation de conscience. Bon, on voit que le monde est dans un état quand même assez dégradé, avec beaucoup de bouleversements, avec beaucoup de remises en question. Justement, ça nous pose, ça nous pousse à nous remettre en question. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui sommes-nous? Vers où allons-nous? Et donc, ça nous force un peu à faire ces efforts spirituels qui sont très bien, qui sont salvateurs, on va dire, qui nous libèrent et qui nous amènent vers plus de bonheur. Et aussi, il y a la science qui a ces belles choses, ces belles découvertes, hein, et qui, d'une certaine façon, se rapproche aussi de la spiritualité. Et c'est ça que je trouve très beau, qui me porte depuis longtemps en fait, parce que je me rappelle notamment de quand j'étais assez jeune, étudiant, autour de la vingtaine, je me rappelle que j'avais une pensée assez, vous voyez, ce genre de pensées un peu qui nous font vibrer, des pensées puissantes qui nous touchent et qui nous interpellent et dont on sent qu'on va passer peut-être une partie de notre vie à développer cette pensée. Et cette pensée, c'était, il faudrait, pour que le monde peut-être aille mieux, qu'il y ait vraiment un rapprochement entre la spiritualité de l'Orient et la science de l'Occident, ou alors le savoir-être de l'Orient et le savoir-faire de l'Occident. Et je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment, il y a deux pouvoirs là en place, et je pense que ça pourrait être la clé pour qu'un un nouveau monde, un monde d'harmonie, un monde de paix émerge. Parce que beaucoup disent, ben voilà, effectivement, on a la science a beaucoup évolué, a beaucoup progressé, mais on voit que l'être humain est quand même pas si heureux que ça. Et on voit même que la science, parfois, peut nous enfermer et nous faire perdre notre bonheur. Et des fois, voilà, justement, on parle de science sans conscience. Donc, la science est très bien, mais comment, un peu comme l'argent, un peu comme comment l'utiliser pour ne pas tomber dans des pièges. Donc, on va voir des notions de science assez subtiles, justement, la science qui se rapproche des lois spirituelles, de choses que l'on développe, dont on parle ici, justement, dans le Raja Yoga. Et, euh, et donc, pour revenir à cette pensée que j'avais quand j'étais étudiant, ce que je trouve intéressant, c'est que, ben voilà, maintenant, quand je me regarde aujourd'hui et que je fais cette rétrospection, que je regarde dans le passé, je vois qu'en fait, cette pensée, effectivement, m'a, m'a guidé tout au long de ma vie. Et ma vie s'est un petit peu organisée autour de cette pensée. C'est-à-dire que bon, j'ai fait des études plutôt scientifiques, techniques, électroniques, un peu d'informatique, hein. Et j'ai un peu travaillé dans la programmation. Puis après, très vite, voilà, j'ai été intéressé par la spiritualité. Et j'ai eu la chance enfin la chance ou pas, mais de mettre toute mon énergie quasiment dans la spiritualité, de prendre beaucoup de temps pour ça. Et donc ça fait maintenant à peu près 17 ans enfin un peu plus de 15 ans que je pratique le Raja Yoga. Et j'ai pu ces dernières années concilier les deux, revenir un peu vers cette notion de science via le silence. Et c'est marrant parce que ces deux mots qui sont assez proches, science et silence. Donc il y a pas mal de secrets à découvrir derrière ce lien.
Mais voilà. J'ai donc ces dernières années été amené à participer en tout cas à l'organisation de retraites, hein, de silence. Et à un moment donné, il y avait la participation de scientifiques. Et la personne qui guidait ces retraites de silence, était très intéressée justement, c'était un peu sa mission, c'est-à-dire de guider les scientifiques, les amener à une science avec conscience. Et que cette science ne soit pas utilisée à mauvais escient, ne soit pas utilisée comme malheureusement très souvent pour le domaine militaire, pour la défense, une science voilà, qui amène une certaine violence, une certaine dégradation. Et donc voilà, j'étais amené à être en contact avec des scientifiques qui avaient vraiment une belle éthique et une envie de mettre leurs connaissances ben voilà, pour le bénéfice du monde, au profit du bénéfice du monde. Et donc voilà, ça a été de belles expériences et je vais parler un petit peu plus concrètement de cet aspect-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau euh, par rapport à certains scientifiques qui développent des choses vraiment révolutionnaires, mais qui sont encore assez incognito. Et malheureusement, il y a certaines résistances de la part de d'autorités, on va dire. Pour commencer, eh bien, nouvelle conscience. Nouvelle conscience, qu'est-ce que la conscience exactement? Si on regarde un peu dans le dictionnaire, hein, la conscience, c'est la connaissance claire de mon existence et de l'existence de mon environnement. Donc c'est un peu cette faculté que l'on a en tant qu'être humain vivant, d'avoir un feedback sur un retour en fait d'informations sur ce que je suis, qui je suis, et qu'est-ce qu'est mon environnement. Et j'ai cette connaissance claire. Et donc aussi, on peut avoir la conscience, ça peut être euh, affecté à des choses plus spécifiques, avoir conscience d'un objet, avoir conscience d'une personne, etc. Donc là aussi, c'est juste avoir la connaissance claire de cela, ce vers quoi je porte ma conscience. Et donc c'est intéressant en fait parce que pour atteindre cette nouvelle conscience, tout simplement, il faut avoir des connaissances sur mon existence, sur qui je suis, c'est-à-dire être vraiment, on va dire, réellement conscient, pleinement conscient de mon existence, de qui je suis, de qu'est-ce qu'est mon environnement. Hein, c'est ça qui est primordial, c'est la base qui va me permettre de élever mon niveau de conscience. Donc après, une question qui se pose, que les scientifiques aussi recherchent, est-ce que la conscience émerge du cerveau ou de l'âme ou d'autre chose? De l'âme dans le sens, voilà, pour faire en opposition avec le cerveau, dans le sens une entité non physique, non matérielle. Et on voit de plus en plus que des scientifiques, notamment des physiciens, penchent vers cette théorie, à savoir que la conscience émerge de quelque chose, en tout cas, qui est au-delà du temps et de l'espace, et donc au-delà du monde physique, au-delà de la matière. Et que si voilà, la conscience émergeait du cerveau, qui est quand même quelque chose de matériel, avec des signaux électriques, de la chimie, etc., eh bien, on pourrait, sans trop de difficulté, créer des machines conscientes. Et
d'où le fait que certains scientifiques qui travaillent notamment dans l'intelligence artificielle, qui étaient très motivés pour créer des machines, des robots conscients, se sont butés à un moment donné sur certains obstacles, sur des problèmes, et ils ont réalisé qu'en fait, pour que la conscience émerge, il faut qu'il y ait des informations qui soient au-delà du temps et de l'espace, en gros de la matière, du monde physique, et ça ne peut pas être une machine. Et donc, ils en ont conclu que la conscience émergeait d'une énergie non matérielle. Et très vite, ils ont fait le lien avec l'âme. Et effectivement, dans le Raja Yoga, pour nous, c'est très clair, hein, c'est la base du Raja Yoga, c'est-à-dire savoir qui nous sommes pour élever notre niveau de conscience, comme je vous disais. Et on considère que nous sommes des âmes et non corporelles, incarnées dans le corps, mais des âmes distinctes du corps, distinctes du cerveau, et que le cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, et qu'est-ce qui pilote cet ordinateur? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ordinateur? Il y a la conscience, mais la conscience émerge de l'âme. Donc ça, c'est un point important, en tout cas dont voilà, la base du Raja Yoga et dont les scientifiques commencent à parler, notamment les physiciens. Quelle est la différence, si on va un peu plus loin, entre l'âme et le corps? Eh bien, on a dit que l'âme était non matérielle, c'est-à-dire non constituée des 5 éléments. Ça veut dire aussi voilà, qu'il y a cette notion que l'âme est au-delà quelque part de l'espace-temps. Et donc ça veut dire qu'elle est éternelle. Il n'y a pas de notion de destruction, elle est indestructible, elle est immortelle. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de puissant pour élever mon niveau de conscience. Voilà, savoir que moi, en tant qu'âme, je suis immatériel et donc je suis éternel, immortel. Et je suis incarné dans un corps. Et pour donner une notion de forme à l'âme, même si c'est immatériel, on assimile l'âme à un point, tout simplement, une étoile, voilà, de lumière, mais pas bien sûr de lumière physique, sinon les scientifiques l'auraient trouvé depuis longtemps, de lumière non physique, métaphysique. Et voilà, je pense que il y a des scientifiques, c'est intéressant, qui commencent à parler de lumière, de super lumière en fait, dans le sens, on sait que la lumière se déplace à une certaine vitesse, 300 000 km secondes. Et bon, j'ai un peu l'intuition, parce qu'on dit souvent, justement, ça fait partie des connaissances du Raja Yoga, que rien ne peut être plus rapide que l'âme, et donc que l'âme va même plus vite que la lumière. Et donc qu'elle est constituée quelque part d'une lumière qui va plus vite que la lumière. Et certains scientifiques voilà, ont cette intuition et ont développé ces théories. Et on sait que quand quelque chose va plus vite que la lumière, eh bien, il n'y a plus de notion de temps. Hein. Cette chose va tellement vite que pour se déplacer d'un point A à un point B, ça va se faire en une fraction de seconde, même pas, ça va être extrêmement petit, donc à ce moment-là, il n'y a plus de notion de temps. Ce qui fait que voilà, ça plonge en fait l'âme déjà on est au-delà du temps et au-delà du monde physique, au-delà des lois physiques en fait. Donc, pour continuer, bien sûr, l'âme est un point infinitésimal. Hein. Voilà, on est situé au centre du front, hein, entre les deux lobes du cerveau. Mais bien sûr, aucun scientifique ne l'a prouvé, parce qu'on ne peut pas la mesurer, c'était une déduction. L'âme est invisible et donc imperceptible par
aucun de nos cinq sens. Mais il y a cette notion que voilà, on peut capter l'âme émetteur-récepteur. L'âme émet des vibrations, émet un rayonnement, et je peux envoyer des vibrations et je peux capter des vibrations. Voilà, c'est un peu peut-être ce qu'on appelle le sixième sens. Alors on peut aussi parler de cette notion qui a plusieurs types d'âmes, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, des âmes incarnées donc dans des corps, des enveloppes corporelles, charnelles. Et voilà, quand l'âme quitte le corps, bien sûr, cette enveloppe n'est plus vivante, ne peut plus rien faire. Même le cerveau ne peut plus redonner la vie à ce corps, donc ce qui prouve que c'est vraiment l'âme qui pilote. Donc nous sommes des âmes vivantes dans le sens consciente, incarnées, mais il y a aussi des âmes dans les corps d'animaux, mais qui ont un degré de conscience un peu moindre. Et il y a aussi des âmes dans les végétaux, les plantes, les arbres, qui leur permettent de croître, de pousser. Mais bien sûr, on ne dit pas qu'elles sont vivantes, qu'elles sont conscientes. Ou alors c'est un degré inférieur par rapport à nous en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire elles n'ont pas la même connaissance de leur existence. Et puis il y a des âmes, si on reprend les trois niveaux, enfin des âmes dans les êtres humains, les animaux et les végétaux, il peut y avoir des âmes qui ne sont pas incarnées aussi dans des êtres humains, donc, mais qui ont quand même un corps qui n'est pas physique, mais un corps subtil. Donc il y a cette notion-là, un corps des âmes errantes en fait, cette notion de fantôme, effectivement ça existe. Donc je vous parle de ça un petit peu parce que voilà, c'est bien d'en savoir un peu plus sur certains phénomènes peut-être paranormaux que la science voilà, commence à vouloir décrypter, découvrir, expliquer en tout cas. Donc voilà, des âmes non incarnées dans des corps physiques, mais elles ont des corps subtils, des corps de lumière, on va dire, des corps éthériques. Et ensuite, pareil, peut-être pour les animaux, ça j'ai pas la preuve, et peut-être aussi pour les végétaux, c'est-à-dire des âmes du monde végétal, mais qui ne sont pas incarnées peut-être dans des végétaux. Là, la question se pose. C'est peut-être un peu ce qu'on appelle les esprits de la nature, de la forêt, les elfes, etc. C'est vrai que certaines, peut-être les chamans, les tribus ancestrales, et puis aborigènes, etc., avaient cette connaissance de la nature. Donc c'est intéressant, les esprits, voilà, de la nature, etc. Et esprit dans le sens spirit, hein, en anglais. Parce que eux, ils ont deux mots, spirit et mind. Nous, on n'a qu'un seul mot, esprit. Mais c'est vraiment différent. Quand on dit spirit, ça voilà, c'est plutôt l'esprit dans le sens l'âme. Hein. Il faut retenir le mot âme. Quand on dit mind, c'est l'esprit dans le sens qui nous permet de penser, de produire des pensées. Et justement, qui nous permet d'être conscients en tant qu'âme incarnée dans des êtres humains, c'est-à-dire qu'on est doté d'un esprit, un intellect et de mémoire, la capacité de mémoriser. Et ces trois organes, en fait, trois facultés, ne sont pas dans le cerveau, mais bien dans l'âme. Hein, l'âme est un point de lumière, une énergie immatérielle, et elle a ces trois facultés. Voilà, l'esprit qui lui permet de produire des pensées, des émotions, des sentiments. L'intellect qui est vraiment le siège de la conscience, en fait, qui permet vraiment de comprendre, de traiter ses pensées, de réaliser, en fait, hein, ce à quoi je pense, qui suis-je, etc., d'avoir une connaissance claire de mon environnement. Et puis les mémoires. Et on va voir que l'âme
et en fait voilà, un point d'énergie, mais euh, qui, euh, qui contient énormément d'informations. C'est un peu comme une puce électronique extrêmement puissante parce qu'elle contient énormément d'informations justement qui nous permet en tant qu'être humain de nous exprimer d'une certaine façon qui nous rend unique. Chaque âme après des informations, un rôle unique enregistré en elle. Et ça, les scientifiques commencent à sentir un peu cet aspect. Justement, un scientifique qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Philippe Guillemant, qui fait beaucoup de liens entre la science et la spiritualité. Pareil, par les mathématiques, par déduction, vraiment logique et mathématique, s'est rendu compte que la mémoire ne pouvait pas être contenue dans le cerveau. Que la mémoire était pareil, il appelle ça la conscience, mais encore une fois, une entité métaphysique, une entité non matérielle. Donc voilà, qu'on appelle l'âme ici en tout cas. Par rapport ensuite à pour définir un peu l'âme, hein, et ce qu'en disent les scientifiques. Et puis il y a aussi certains scientifiques comme Jean-Jacques Charbonnier, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un médecin réanimateur de Toulouse, et lui qui a observé en fait énormément de phénomènes de mort imminente, hein. EMI, expérience de mort imminente, de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, Near Death Experience en anglais. Et donc c'est un phénomène qui devient assez connu parce que apparemment entre 5 et 10%, ou peut-être entre 3 et 10%, je crois, de la population aurait fait ce genre d'expérience, à savoir que après un grave accident, par exemple un accident de voiture, un accident de la route quelconque, eh bien les personnes ont rapporté que même si apparemment les médecins disaient qu'elles étaient complètement inanimées, eh bien, elles ont rapporté qu'elles voyaient la scène de l'accident avec la voiture complètement parfois cabossée, détruite, et puis leur corps qui était à côté, donc qui se décorporait et rentrait dans une autre dimension et pouvait entendre tout ce qui se disait durant cette scène où il y avait l'ambulance qui arrivait. Euh, voilà, les médecins qui étaient autour du corps, qui pouvaient, voilà, ils gardaient leur conscience, ils pouvaient tout comprendre. Ils essayaient des fois de communiquer avec le personnel médical, etc. Mais ils voyaient bien qu'ils ne pouvaient pas rentrer en contact avec les personnes. Donc comme si, voilà, ils se retrouvaient dans une autre dimension, mais ils étaient toujours conscients. Ça, apparemment, il y a énormément enfin, énormément, beaucoup plus qu'on ne pense, de personnes qui ont fait ces expériences. Et ce médecin réanimateur, Jean-Jacques Charbonnier, en a fait un peu un sujet d'étude et a écrit beaucoup de livres à ce sujet, a fait beaucoup de conférences et prend ça très au sérieux. Alors bien sûr, il y a des scientifiques qui disent que ça, c'est un phénomène qui vient du cerveau, qui rentre dans des hallucinations, qui provoque ce genre de conscience extrasensorielle, etc. Mais en fait, il y a eu des récits qui rapportent que certaines personnes avaient une conscience tellement claire de ce qui se passait. Par exemple, une opération chirurgicale à un moment donné qui tournait mal, et hop, pareil, la personne quitte son corps et voit tout ce qui se passe, ne ressent plus, bien sûr, enfin voilà, et voit tout ce qui se passe, et puis elle pouvait dire que elle pouvait passer à travers les murs et voir exactement ce que faisait le chirurgien. Et après coup, justement, elle rapportait son expérience au chirurgien qui n'en croyait pas ses yeux. Et il y a plusieurs récits comme ça, voilà, qui prouvent que ce ne sont pas. C'est étonnant que ça puisse être des hallucinations venant du cerveau parce qu'il y a vraiment une conscience très précise de ce qui s'est passé et très, très juste. Donc voilà, un aspect là aussi
qui fait pencher la bascule plutôt du côté de la conscience émerge d'une entité non matérielle, donc l'âme, plutôt que du cerveau. Parce que même des fois, il disait le cerveau, l'électroencéphalogramme du cerveau était complètement plat et ces personnes avaient été dans un autre niveau de conscience de par ces expériences. Voilà, donc comment d'une manière spirituelle atteindre un état de conscience plus élevé? Eh bien, vous l'avez peut-être, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est ce qu'on répète beaucoup dans la Raja Yoga, c'est-à-dire vraiment développer cette conscience de voilà, qui nous sommes en tant qu'âme, et puis avoir la conscience la plus claire possible que nous sommes des âmes incarnées, des âmes voilà, éternelles, immatérielles, et au-delà du genre, homme, femme, au-delà du temps. Et donc, ça nous plonge dans une conscience beaucoup plus illimitée. Et parce qu'en fait, c'est comme si nous étions tombés dans un état un peu d'amnésie où on s'était identifié au corps, hein, et à ce que nos cinq sens uniquement captent. Hein. Et ça nous a complètement piégés. Et il y a tout un champ en fait autour de l'identification au corps. Bien sûr, l'ego s'est développé, le faux ego, on va dire, de soi. L'image basée sur le corps et sur ce que l'on représente par rapport aux relations, par rapport à mes activités, ma profession, par rapport à mon corps, voilà, homme ou femme, jeune, vieux, etc., par rapport à mon statut dans la société. Voilà, toute cette image basée sur cette fausse identité qui s'est développée, ça nous a complètement piégés. Et voilà, on est rentré un peu dans une conscience très matérialiste et on devient, en continuant dans cette conscience, notre conscience se réduit de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'insécurité qui émerge, puisque tout est basé sur l'apparence, mais l'apparence, le corps n'est pas, comme il n'est pas éternel, comme il change, comme mes talents, mes activités, mes relations, tout ça change, donc je ne peux pas du tout baser mon identité là-dessus, ce qui fait donc... si je le fais, en tout cas, si je base mon identité sur le corporel, eh bien, ça fait émerger de l'insécurité, qui est à la base de beaucoup de vices, on pourrait dire. C'est-à-dire de la peur, la colère, la jalousie, l'avidité, l'attachement, etc. Il y a tout un arbre qui est né, en fait, de l'insécurité parce que je ne m'identifie pas à ce que je suis réellement. Donc voilà, première chose pour élever sa conscience, avoir des informations claires sur qui je suis en tant qu'âme et le pratiquer le plus possible en méditation et aussi dans l'action. Juste pratiquer le fait que je conduis ce véhicule, que je contrôle, que j'accomplis des actions à travers ce corps, mais moi, l'âme, je suis là, je suis le chauffeur de ce véhicule. Et je contrôle à la fois ce corps, mais aussi mon esprit, dont j'ai parlé tout à l'heure, mes pensées, etc. Hein, ça me permet de redevenir maître, en fait, cette conscience. Donc ça, c'est une première chose. Connaissance, information, pratique de la conscience d'âme. Et la deuxième chose, c'est, puisque cet aspect ne suffit pas complètement, on voit quand même qu'on est devenu tellement amnésique, on est tellement en mode automatique en fait que apparemment même des scientifiques disent que 90% de nos réactions
eh ben voilà, sont inconscientes. Ce sont des réflexes inconscients. Et il n'y a plus que 10% qui est de l'ordre de la conscience, en fait. Donc, ce qui fait qu'on voit souvent que on est quand même dans des réactions automatiques, émotionnelles, qu'on a du mal à contrôler à 90%. 90%. Et donc, dans le Raja Yoga, justement, on va essayer de développer cette conscience, donc de muscler le siège de la conscience dont je vous parlais tout à l'heure, l'intellect. On va essayer vraiment de le développer pour être le plus possible conscient de ce qui se passe, voilà, ce qui se passe dans mon monde intérieur, mes pensées, etc. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de pratique et puis qu'on sent un certain poids quand même. Il y a beaucoup d'obstacles. Et ça, effectivement, on parle de notion de karma dans le Raja Yoga, c'est-à-dire que l'âme n'est pas immunisée de l'effet des actions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'accomplis une action, eh bien, il y a un retour positif ou négatif selon le type d'action. Et donc cela veut dire que toutes les actions que j'ai accomplies dans le passé, dans cette vie-là ou même dans mes vies passées, puisque, excusez-moi je vais un peu vite, mais puisqu'on considère que l'âme est éternelle et donc elle se réincarne, eh bien j'ai plusieurs vies. Et toutes les actions que j'ai accomplies, négatives ou positives, dans mes vies passées, ont un impact, peuvent avoir un impact en tout cas sur, sur le présent, ma vie actuelle. Et effectivement, pour se libérer de ça, eh bien, dans le Raja Yoga, on se connecte à une source qui est aussi une âme, un type d'âme. Excusez-moi, j'ai oublié d'en parler justement tout à l'heure, et c'est une des choses quand même les plus importantes. Quand je vous parlais des âmes dans les êtres humains, dans les animaux, dans les végétaux, incarnés ou non, il y a aussi une âme qui est bien consciente, vivante, comme les âmes humaines, mais qui n'est jamais incarnée, en tout cas qui ne se réincarne pas, qui n'a jamais son propre véhicule, son propre corps. Et en fait, voyez un peu cette âme qui est complètement consciente, elle est en dehors du jeu, et en fin de compte, elle n'est pas affectée par par le temps, tout ce qui est physique, par le corps, et elle a gardé cette conscience de qui elle est réellement. Parce que justement, elle n'est pas rentrée dans la matière, dans un corps, et donc elle ne pouvait pas s'identifier au corps. Et on considère dans le Raja Yoga que cette âme est la source, voilà, Dieu pour nous, et qu'on peut se connecter à cette âme qui reste éternellement pure, intacte, puisqu'elle est toujours consciente. Elle ne perd jamais sa conscience d'être qui elle est. Et c'est en se connectant, en se reliant à cette âme toujours pure qu'on peut recevoir du pouvoir, de la lumière et alléger quelque part les retours de mes actions négatives du passé. Donc ces deux notions, pratique de la conscience d'âme et connexion à la source, au divin, toujours pure, eh bien, ces deux notions vont me permettre vraiment de passer un autre cap, de retrouver un niveau de conscience élevé et de sortir un petit peu de cette amnésie, de la fausse identification au corps. Donc je vais un petit peu vite, mais en tout cas, oui. Qu'est-ce que les scientifiques pensent de Dieu en fait?
voilà, donc je vais en parler maintenant. Donc j'ai parlé, oh, ça va très très vite, punaise. Donc je vais accélérer, ouais. Excusez-moi, il me reste plus que 10 minutes. Non, il reste 10 minutes, ouais, même pas. Donc j'ai parlé beaucoup de l'aspect nouvelle conscience et maintenant pour parler de l'aspect nouvelle science. Eh bien, effectivement, je vous disais que tout à l'heure, quelles sont les sciences qui se rapprochent de la spiritualité? Actuellement, on voit que c'est la physique. Et notamment ce scientifique s'appelle Philippe Guillemont, qui a cette double spécialité de physicien et d'informaticien, spécialiste de l'intelligence artificielle, en essayant de créer une conscience artificielle. Et donc, ça l'a poussé à étudier un petit peu voilà, la conscience pour justement créer des consciences artificielles. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il n'a jamais réussi à rendre une machine consciente. Et en tout cas, on voit que les physiciens ont les outils pour mieux comprendre ce qu'est la conscience. Donc, ce qui se rapproche le plus, le champ de la physique qui se rapproche le plus de la spiritualité aussi, c'est la physique quantique. Donc, la physique de l'infiniment petit. Et là aussi, ça peut paraître logique puisque l'âme est infiniment petite, subtile, et donc c'est en étudiant voilà, la matière vraiment au niveau subtil qu'on commence à rentrer dans des lois qui sont presque des fois spirituelles. Vous avez des noms pour la physique quantique? Bon, il y a ce scientifique, toujours pareil, Philippe Guillemont, qui est l'un des plus intéressants. Euh, oui, après, bon, il y en a d'autres, mais qui n'ont pas forcément cette spiritualité, pas en tout cas les physiciens quantiques, mais il y a, j'ai oublié, Emmanuel Ransford, je crois, Oui, quelque chose comme ça, ouais. j'ai entendu parler. Ouais. Il y a Nassim Haramein, mais qui sort un petit peu voilà, on va dire, de la science traditionnelle, un petit peu controversée, alors que Philippe Guillemont a quand même un bagage de physique classique, hein. Donc en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de découvertes en physique quantique durant le XXe siècle qui ont permis de faire avancer la science, qui ont révolutionné la science. Et donc, l'une des premières découvertes, ça a été, par exemple, de voir que si on étudie un petit peu les particules, donc les physiciens quantiques ont voulu prendre des mesures, bien sûr, de ces particules, et ils ont réalisé en fait que ces particules se comportaient différemment selon si on avait l'intention de les mesurer ou pas. Et donc c'est ce qu'on appelle un peu la dualité onde-corpuscule, qui fait que les scientifiques, les physiciens quantiques ont découvert que les particules voilà, de la matière eh bien, se comportaient comme des ondes quand elles n'étaient pas mesurées. Donc ils ont découvert ça avec certaines techniques, hein, et aussi avec les mathématiques. Et dès qu'on veut les mesurer, dès qu'on met effectivement un appareil photo, une caméra, et qu'il y a cette intention de la mesurer, hop, la particule ne se comporte plus comme une onde, mais comme un corpuscule. Donc, c'est-à-dire, on pourrait dire un petit grain de matière, comme on l'imaginerait en fait. Et donc ça alors vraiment révolutionné le monde de la science, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ça continue encore à alimenter les théories scientifiques. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on veut mesurer les particules? Elles changent de comportement. Donc comment faire? Donc les scientifiques ont usé de différents stratagèmes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et de mesurer vraiment les particules. Donc ils ont fait beaucoup de mesures avec certains stratagèmes. Et ensuite ils ont vu que, pareil, les particules
encore un phénomène très bizarre. En fait, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'incertitude ou de superposition, qui fait qu'une particule, elle est partout à la fois. Sa position est multiple, elle est partout à la fois, omniprésente. Et pareil, dès on veut la mesurer, hop, elle prend une certaine position. Et pareil pour sa vitesse, pareil pour son énergie. Donc encore une fois, quelque chose d'assez troublant. Et troisième expérience très intéressante, faite par Alain Aspect, qui est un physicien français, qui a fait cette expérience dans les années 83-84, je crois. En fait, le phénomène d'intrication, voilà, qui montre que deux particules qu'on fait interagir ensemble pendant un certain moment, à un moment donné, elles vont se retrouver, comme on dit, couplées, intriquées. Et si on fait une mesure sur la première particule, automatiquement la deuxième va réagir d'une certaine façon. C'est-à-dire si la première particule rentre dans un certain état, ils disent par exemple un état négatif, la deuxième particule intriquée va rentrer dans un état positif, toujours l'opposé. Et ils se sont dit, on va voir ces deux particules, on va les séparer, on va les mettre à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, et on va voir combien, parce que c'est comme si elles communiquaient entre elles en fait. Donc cette communication, comment elle se fait, combien de temps ça prend. Et chose incroyable, même si ces deux particules intriquées, on les met à une distance de milliers de kilomètres, on fait une première mesure sur la particule 1, elle rentre dans un état par exemple positif, hop, instantanément la deuxième particule à des milliers de kilomètres rentre dans un état négatif, opposé. Donc la loi d'intrication est toujours là, mais ça se fait de manière instantanée. Et ça, c'est les scientifiques ont prouvé qu'il y avait une transmission d'informations instantanée. Et ça, jusque-là, c'était impossible parce que Einstein disait qu'il n'y a rien qui peut aller plus vite que la lumière. Et là, c'est un phénomène, il y avait une communication qui se faisait plus vite, plus rapidement que la lumière. Et donc, les scientifiques en ont conclu que dans le monde de l'infiniment petit, on rentrait dans des vitesses super lumineuses, et donc qu'il n'y avait plus vraiment ces mêmes notions d'espace-temps. On rentrait dans une autre notion du temps. Ce qui fait que, là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, la conscience, l'âme est au-delà du temps, et donc là aussi, on commence à se rapprocher un peu des lois de la spiritualité. Et donc, voilà, moi j'aimerais bien finir par ça. Phénomène aussi très intéressant, ça a amené de nouvelles compréhensions sur notre réalité, puisque la conscience, c'est vraiment relié à la réalité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité qui s'apparente à cette notion de matière, espace et temps. On est plongé dans cette réalité, tous. Et grâce à la physique quantique, les physiciens ont été un petit peu plus loin sur ces trois notions. Et ils ont commencé par étudier l'espace. Alors qu'est-ce que c'est l'espace? Voilà, longueur, largeur, hauteur. L'espace, un peu le contenant des objets que l'on voit apparaître en 3 dimensions. Et cet espace, ils ont découvert que c'était une illusion, qu'il n'existait pas vraiment, parce que cet espace qu'on peut croire comme quelque chose de vide, de figé, dans lequel il y a des objets, eh bien en fin de compte, ils se sont rendus compte que cet espace était en vibration, était parfois déformé, troué, pixelisé, ils disent. Mais surtout que cet espace n'était pas vide, mais contenait de l'information. Et ça, c'est la dernière grande découverte des scientifiques qui parlent beaucoup du champ d'information. Ils ont découvert que dans l'espace, dans le vide, il y avait énormément d'informations. Et voilà, alors, je vous en parlerai peut-être plus tard dans une seconde peut-être conférence, mais
on va voir que l'âme utilise ce champ d'information pour justement faire émerger la réalité. Et juste pour terminer, la deuxième notion donc, de notre réalité, c'est la matière. Pareil, les scientifiques essaient d'étudier vraiment qu'est-ce que c'est que la matière et zooment le plus possible. Et ils se rendent compte que la matière, finalement, n'est pas faite de grains de matière solides, mais plus ils zooment et plus ils voient que ce sont la matière, ce n'est que des vibrations. Donc là aussi, étonnement, donc, et illusion de la conscience. On croit voir de la matière, mais en fait, voilà, ce sont des vibrations. Et la troisième chose, alors la plus étonnante qui amène vers des choses vraiment métaphysiques, c'est le temps. Là aussi, les calculs montrent que le temps est une illusion. Einstein déjà le disait, en fait, il n'y a aucune distinction entre le passé, le présent et le futur, c'est une illusion. Et les scientifiques vraiment qui s'intéressent aux dernières découvertes de physique quantique, les plus chevronnées, on va dire, montrent que quelque part le futur, parce que nous on pense que le présent, on avance dans le présent, que le futur n'existe pas encore et que le passé est terminé, mais les scientifiques ont prouvé que le futur existe déjà, est déjà réalisé et le passé continue à exister. Et donc, juste pour vous donner une image vraiment très parlante de cela, c'est-à-dire c'est comme si moi, voilà, j'étais sur un chemin de randonnée, devant j'ai le futur et derrière j'ai le passé. Et c'est pas parce que je vois pas au-delà de 100 mètres, par exemple, que le monde n'existe pas. Et pareil, c'est pas parce que je vois pas derrière que le monde derrière moi n'existe pas. Eh bien, c'est exactement pareil pour le temps. En fait, les calculs et toutes les recherches scientifiques montrent que le futur existe déjà, mais pas sous forme de réalité, sous forme d'information. Et le passé, pareil, existe toujours sous forme d'information. Et quelque part, on retrouve un peu cette notion dans le karma, puisque je vous disais tout à l'heure que mes actions passées, quelque part, sont un peu vivantes encore, parce que il y a un retour de ces actions passées, un impact de ces actions passées sur mon présent. Si j'ai fait des actions négatives dans le passé, je peux avoir des retours négatifs par le biais de mon corps, de certains événements, de relations peut-être un peu pénibles. Voilà. Parce que j'ai fait certaines actions dans le passé. Donc ça prouve là aussi que le passé, quelque part, il y a encore des informations qui sont là, bien présentes. Tout ne disparaît pas. Et le futur, pareil, est déjà réalisé sous forme d'information. Et en fait, les scientifiques commencent à constater que c'est la conscience qui crée cette réalité, qui crée ces images, qui crée cette impression de temps, cette illusion de temps et cette illusion d'espace. Qu'en fait, le monde réel, est plutôt fait de vibrations, d'énergie, d'information. D'ailleurs, les trois, ça fait vibration, information, énergie, vie. Donc la réalité, c'est vraiment ça. C'est pas ce que l'on voit, ce que l'on croit. Et la conscience, d'après les scientifiques, puise dans ces informations pour recréer avec le cerveau, eh bien, ces images en 3 dimensions que l'on voit. Et cette impression de temps avec nous avançons dans le présent, mais n'étant pas conscients du futur. Mais là aussi, c'est marrant parce que plus j'élève mon niveau de conscience et plus je vais commencer à percevoir le futur, les informations du futur, et plus je peux des fois développer un peu cette notion de médiumnité, voir clairement le futur, comment je serai dans le futur, etc.
Donc voilà, là aussi c'est très intéressant d'étudier tout ça et de faire des liens entre les découvertes scientifiques et la spiritualité, parce qu'on retrouve vraiment des similitudes. Donc voilà, bon, mais excusez-moi, je crois que j'ai un petit peu dépassé l'horaire. Et juste par rapport à ta question, peut-être Babette, qu'est-ce que les scientifiques pensent de Dieu? Effectivement, autant les choses s'éclaircissent sur l'âme, qui est éternelle, immatérielle, la conscience émerge de l'âme, crée cette illusion de matière, espace-temps. Autant sur Dieu, il y a encore beaucoup de choses floues. Il ne le considère pas comme une âme, comme on le considère ici dans le Raja Yoga, mais plutôt, ou en tout cas, pour certains scientifiques, et c'est intéressant, c'est là aussi Philippe Guillemont, une âme, mais qui a cette conscience du temps, il disait, au tout début de la création et à sa toute fin, comme s'il avait un champ de vision de l'évolution de l'humanité dans son entièreté, ce qui lui permet d'avoir un champ de vision voilà, à 180 degrés complètement global. Et voilà, là aussi, un scientifique qui a une belle intuition, et puisqu'on rejoint cela dans le Raja Yoga, là aussi, puisqu'on sait que la source a vraiment cet accès à toute l'information, voilà, à à ce champ de vision global en fait. Et puis d'autres l'assimilent plutôt à ce champ d'information dont je vous parlais. Et là, c'est un petit peu flou pour eux. Et en fait, ils disent que Dieu, c'est le champ du point zéro, voilà, qui est en fait pareil. Le champ du point zéro, le champ d'information, etc. C'est un peu la même chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et dans d'autres peut-être présentations, je pourrais vous parler un peu plus de ces notions-là. Merci beaucoup.